Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Carl Jung avait compris quelque chose de profondément dérangeant, quelque chose que la plupart des gens préfèrent ne jamais entendre vraiment, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais précisément parce qu'ils le sont assez pour sentir que cette vérité-là exigerait d'eux quelque chose qu'ils ne sont pas sûrs de vouloir donner. Ce qu'il avait compris, c'est ceci. Tu ne vis pas ta vie, tu la subis. Tu crois choisir, tu crois décider, tu crois avancer librement vers un horizon que tu aurais toi-même tracé, mais en réalité tu exécutes un programme invisible, écrit bien avant que tu sois capable de le lire. Codé dans les premières années de ton existence, par des expériences que tu n'avais pas les outils pour comprendre, par des adultes qui eux-mêmes n'avaient jamais lu leur propre code source. Et le plus vertigineux dans tout ça, ce n'est pas que ce programme existe, c'est qu'il te ressemble parfaitement. Il ne te semble pas étranger, il ne te semble pas imposé. Il parle avec ta voix, il résonne avec tes justifications, il se déplace avec ta silhouette. Il connaît tes valeurs déclarées, tes principes affichés, et il sait comment les utiliser pour masquer ses propres opérations. C'est pour ça qu'il est si difficile à détecter. Un ennemi qui te ressemble à ce point n'a pas besoin de se cacher. Il se fond dans ce que tu appelles toi, et il gouverne de là. Tu changes de travail. Tu déménages dans une autre ville, convaincu que l'environnement était le problème, que le contexte t'étouffait, que tu aurais été différent ailleurs. Tu quittes un partenaire pour un autre, persuadé que cette fois les choses seront différentes parce que la personne est différente. Et pourtant, quelques mois ou quelques années plus tard, dans ce nouveau bureau, dans cet appartement aux murs encore inconnus, dans cette nouvelle relation qui sentait encore le possible, tu te retrouves dans la même atmosphère émotionnelle, la même pesanteur, la même frustration sourde qui monte, sans que tu puisses tout à fait l'expliquer, la même impuissance que tu déguises dans l'indifférence parce que l'admettre te coûterait trop, la même brûlure intérieure que tu reconnais, cette fois avec une lassitude nouvelle, sans même plus chercher à lui donner un nom. Et progressivement, parce que l'esprit humain possède une capacité remarquable à construire des récits qui le protègent de lui-même. Tu commences à appeler tout ça la malchance, le destin. La vie qui est ainsi faite pour certains. Tu développes une philosophie, une vraie, avec des arguments et une cohérence interne, une philosophie de la résignation érigée sur les ruines de ta propre incompréhension. Et cette philosophie est dangereuse, non pas parce qu'elle est fausse dans chaque détail, mais parce qu'elle arrive juste à temps pour t'éviter la seule question qui changerait tout. Jung ne t'aurait pas laissé cette sortie de secours. Il t'aurait regardé avec cette froideur bienveillante qui caractérisait sa manière d'être avec ses patients, cette capacité à dire des choses difficiles, sans cruauté mais sans complaisance non plus, et il t'aurait dit « ce n'est ni le destin ni la malchance. C'est ton inconscient qui agit en coulisses, silencieusement, avec une précision presque chirurgicale, reproduisant les mêmes structures parce que personne ne lui a jamais demandé de s'arrêter. Personne ne l'a regardé vraiment en face. Personne n'a eu le courage de lui poser la question la plus dérangeante qui soit, celle qui oblige à descendre sous la surface de toutes les explications confortables. Pourquoi ce que tu refuses de voir en toi ne disparaît pas? Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une description mécanique de la façon dont fonctionne l'appareil psychique. L'inconscient n'a pas de poubelle, il n'a pas de fonction supprimée. Ce que tu refoules ne s'évapore pas dans le vide de ta bonne volonté ou de ta discipline mentale. Ça se déplace, ça migre vers d'autres formes d'expression, souvent moins directes, souvent moins reconnaissables, mais toujours présentes. Ça se transforme en choix impulsifs que tu ne t'expliques pas le lendemain matin, quand la lumière du jour rend visible ce que l'obscurité de l'émotion avait maquillé en évidence. En réaction disproportionnée face à des situations objectives qui ne méritaient pas cette intensité, et tu le sais, et ça te honte, et pourtant ça recommence. En attirance étrange vers des personnes ou des situations qui te font du mal d'une façon prévisible, et pourtant quelque chose en toi ne peut pas résister, comme si une partie de toi cherchait délibérément ce qui la blesse, parce que c'est le seul terrain qu'elle connaît. En rejets immédiats, viscéraux, presque physiques, envers des gens qui ne t'ont objectivement rien fait, mais qui réveillent en toi quelque chose que tu ne veux pas rencontrer. Ce rejet, d'ailleurs, est l'un des signaux les plus précieux que l'inconscient envoie. Ce que tu ne supportes pas chez l'autre sans raison claire est presque toujours le reflet d'une partie de toi-même que tu refuses de reconnaître. Jung appelait ça la projection.
Tu vois chez l'autre ce que tu ne peux pas voir en toi. Et tu le juges pour ça, avec une véhémence qui devrait t'alerter, si tu étais prêt à entendre ce que cette véhémence dit de toi. Tes blessures les plus anciennes ne restent pas dans le passé, là où tu crois les avoir enterrées. Là où tu as décidé un jour qu'elles n'avaient plus de prise sur toi parce que tu avais tourné la page, parce que tu avais fait le deuil, parce que c'était il y a longtemps. Elles vivent dans ton corps avec une fidélité que tu n'as pas demandée. Elles habitent la façon dont tu te raidis dans certaines situations. Elles sont dans la vitesse avec laquelle tu te fermes quand quelqu'un s'approche trop. Elles sont dans le ton que prend ta voix quand tu te sens remis en question, dans la manière dont tu sors de la pièce, dans ce que ton regard fait quand il ne veut pas être vu. Elles filtrent ta perception du monde entier avec une précision que tu n'imagines pas vraiment. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement, dans le même espace au même moment, et en sortir avec des blessures complètement différentes ou sans blessure du tout pour l'une d'elles, parce que l'inconscient de chacun interprète à travers le prisme unique de tout ce qu'il a déjà vécu, de tout ce qu'il a déjà conclu sur lui-même et sur les autres. La réalité que tu perçois n'est pas la réalité objective. C'est la réalité filtrée par ton histoire. Et si tu ne connais pas ton histoire vraiment, pas juste les faits, mais ce que ces faits t'ont fait croire sur toi-même et sur le monde, alors tu navigues dans une réalité partiellement fabriquée sans le savoir. Et souvent, tu crois que ces mécanismes, c'est toi, pas un programme. Toi, ta tendance à t'effacer dans certaines situations, tu l'appelles politesse ou générosité. Ton incapacité à faire confiance, tu l'appelles lucidité ou discernement. Ton besoin de tout contrôler, tu l'appelles rigueur ou professionnalisme. Tu as construit des identités entières, respectables, socialement valorisées, autour de tes blessures les plus profondes, et tu les défends comme si c'était des vertus, parce que d'une certaine façon elles en sont devenues. La blessure a été si bien sublimée en caractère qu'elle est devenue méconnaissable. Et c'est là le tour de force le plus silencieux de l'inconscient, te faire confondre tes défenses avec ta personnalité. Jung parlait de l'ombre, et ce concept mérite qu'on s'y attarde avec précision parce qu'il est souvent mal compris. L'ombre n'est pas simplement le mal en toi, elle n'est pas une collection de tes pires instincts attendant de se libérer. Elle est cette région intérieure que tu refuses de reconnaître comme tienne, et son contenu n'est pas fixe, il est strictement personnel. Façonné par ce que ton environnement spécifique t'a appris à rejeter, à cacher, à honte. Elle contient la colère que tu as réprimée parce qu'on t'a appris, explicitement ou par l'exemple, que la colère était laide, destructrice, le signe d'un manque de maîtrise ou de classe. Mais la colère refoulée ne disparaît pas. Elle se transforme en ressentiment chronique, en passivité agressive, en cette façon de sourire pendant que quelque chose en toi brûle. Elle contient la vulnérabilité que tu as appris à cacher derrière une armure de compétences, d'humour, d'hyperactivité ou de cynisme, une vulnérabilité qui aurait pu être ta plus grande force relationnelle si quelqu'un t'avait appris qu'elle était sûre à montrer. Elle contient les désirs que tu n'oses pas admettre même seul dans le noir, parce qu'ils entrent en contradiction avec l'image que tu veux donner de toi-même et avec l'image que les autres ont construite de toi et à laquelle tu t'es progressivement soumis. Elle contient parfois des capacités entières, des intelligences, des formes de créativité ou d'ambition que tu n'as jamais osé assumer parce que briller aurait signifié trahir quelqu'un dans ton environnement d'origine, dépasser un parent, rompre une loyauté familiale implicite, quitter un groupe d'appartenance qui se définissait justement par ce que tu n'osais pas devenir. Et ce que tu refuses de voir ne reste pas silencieux pour autant. Ça parle constamment, mais dans un langage que tu ne reconnais pas immédiatement comme le tien parce qu'il ne passe pas par la conscience. Quelqu'un qui refoule sa colère ne la fait pas disparaître. Il devient passif dans les situations où il devrait poser des limites claires. Il accumule une pression intérieure croissante avec la régularité d'une cocotte minute. Puis il explose soudainement pour une raison apparemment dérisoire, laissant son entourage perplexe et lui-même honteux et désorienté, sans comprendre d'où ça venait ni comment ça a pu arriver encore. Quelqu'un qui refuse sa peur peut se précipiter systématiquement dans des situations risquées en se racontant qu'il est courageux, audacieux, libéré des conventions, alors qu'en réalité il fuit une vulnérabilité qu'il n'a pas encore le courage de regarder en face. La bravoure réelle demande de rester présent à sa peur, pas de l'anesthésier.
La compensation est toujours révélatrice de ce qu'elle tente de masquer. Plus la performance est grande, plus ce qui est caché derrière est significatif. Quelqu'un qui refuse son besoin d'amour peut construire, pierre par pierre, une philosophie entière du détachement, de l'autosuffisance, de la supériorité froide. Il se vante de ne pas avoir besoin des autres, qu'il regarde avec condescendance ceux qui s'attachent, qui souffrent des ruptures, qui avouent leur solitude. Il a rationalisé sa blessure en doctrine. Mais pendant ce temps, quelque chose en lui dépérit lentement dans l'obscurité de ce déni, quelque chose qui n'a jamais eu la permission d'être nourri. Quelqu'un qui refuse ses ambitions les plus profondes peut saboter discrètement, méthodiquement, chacune de ses opportunités réelles, se racontant qu'il ne voulait pas vraiment de ce poste, de ce projet, de cette relation, juste avant de les voir lui échapper d'une façon qui lui semble toujours extérieure, toujours due aux circonstances ou aux autres, jamais à lui. L'ombre est ingénieuse, elle est patiente. Elle trouve toujours un chemin vers l'expression, même contournée, même destructrice, même déguisée. La seule vraie question est de savoir si tu seras là pour l'entendre ou si tu lui laisseras le gouvernail sans jamais lui avoir posé une seule question. Le piège devient particulièrement subtil, et c'est là que Jung était le plus inconfortable à lire, lorsque tu crois raisonner, lorsque tu te perçois comme quelqu'un de réfléchi, d'analytique, de conscient. Parce que le cerveau humain est remarquablement doué, avec une efficacité presque admirable, pour construire des justifications a posteriori à des décisions prises bien avant par l'inconscient. La rationalisation n'est pas un signe d'intelligence, c'est un signe que l'intelligence a été mise au service de l'inconscient pour défendre ses choix après coup. Tu crois choisir un partenaire par amour, par compatibilité profonde, par rencontre authentique de deux mondes, et peut-être que tout ça est vrai en surface. Mais sous cette surface, tu rejoues souvent un schéma familial aussi précis qu'un scénario de théâtre, choisissant des personnes qui reproduisent une dynamique affective qui te semble normale, simplement parce qu'elle est familière. Familier ne veut pas dire sain. Familier veut dire connu depuis l'enfance. Et le familier, même douloureux, même épuisant, a toujours sur l'inconscient un attrait que le nouveau ne peut pas égaler, parce que le nouveau est une menace, même quand il est meilleur. Et la menace active les systèmes de défense les plus archaïques, ceux qui ont été programmés à une époque où tu n'avais pas d'autre choix que de t'adapter à ce qui était là. C'est pourquoi des personnes intelligentes, capables d'analyser avec précision les dynamiques toxiques des autres, se retrouvent répétitivement dans des relations qui les détruisent. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de la fidélité inconsciente à un territoire émotionnel connu. Tu crois éviter un conflit pour rester calme, pour ne pas faire de vagues, pour être mature et raisonnable. Mais derrière cette sagesse apparente, tu évites peut-être une confrontation intérieure qui te forcerait à admettre ce que tu ressens vraiment, ce dont tu as réellement besoin, et ce que tu n'es plus prêt à tolérer mais que tu n'as pas encore le courage de refuser explicitement. La paix que tu maintiens à l'extérieur n'est parfois que la surface tranquille d'une guerre que tu refuses de mener à l'intérieur. Et cette guerre non menée coûte silencieusement énormément. Tu crois procrastiner par manque de motivation, par flemme passagère, par désorganisation conjoncturelle. Mais derrière beaucoup de procrastinations chroniques, celles qui reviennent sur les mêmes types de projets, dans les mêmes types de situations, se cache presque toujours quelque chose de plus profond qu'un problème de gestion du temps. Parfois une peur de l'échec qui dit à mi-voix « Si je n'essaie pas vraiment, on ne peut pas vraiment me juger ». Parfois, plus paradoxalement mais tout aussi réellement, une peur de la réussite qui dit « Si je réussis vraiment cette fois, on va attendre encore plus de moi et je ne saurai pas tenir ce niveau et la chute sera d'autant plus visible ». Ces deux peurs peuvent coexister chez la même personne, se paralysant mutuellement dans une tension qui ressemble de l'extérieur à de la paresse et qui s'appelle collectivement procrastination, pour que personne, pas même toi, n'aille chercher ce qui se passe réellement sous cette étiquette commode. La plupart des gens préfèrent la distraction à la compréhension. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une observation sur la nature humaine et sur ce que la compréhension de soi coûte réellement. Parce que se voir vraiment, sans le filtre de l'ego, sans les justifications habituelles, sans la narration héroïque ou victimaire que tu entretiens sur toi-même, selon les jours et les besoins, ça demande une forme de courage brut qui n'a rien de romantique et que personne ne viendra applaudir. Ce n'est pas le courage spectaculaire du guerrier sur un champ de bataille avec des témoins. C'est le courage beaucoup plus silencieux, beaucoup plus solitaire,
beaucoup moins valorisé socialement. De celui qui accepte de rester assis en face de sa propre obscurité sans chercher immédiatement à s'en échapper, à la minimiser, à la transformer en quelque chose de plus présentable. Il est infiniment plus facile de blâmer l'extérieur, les autres qui ne comprennent pas, qui sont trop limités, trop toxiques, trop peu évolués pour apprécier ce que tu es vraiment. La société qui est structurellement construite contre toi et contre des gens comme toi. Le timing qui n'était jamais le bon et jamais de ta faute. La malchance systémique, persistante, injuste. Ces récits ont un avantage immense et immédiat. Ils te maintiennent dans la position de la victime, et la victime a un droit que personne d'autre n'a, le droit de ne pas changer. Elle n'a qu'à attendre, à espérer, à revendiquer que les circonstances extérieures se corrigent d'elles-mêmes. C'est une position à la fois confortable, défendable moralement dans certains contextes, et profondément paralysante, parce qu'elle te prive exactement de ce dont tu aurais besoin pour avancer. L'acceptation que quelque chose en toi, pas en tout, mais quelque chose, participe activement à la construction de ce que tu vis. Ce n'est pas une invitation à la culpabilité. La culpabilité est un autre mécanisme de l'ego pour éviter le vrai travail, un mécanisme particulièrement habile parce qu'il ressemble à de la conscience morale. Se flageller, se condamner, se raconter qu'on est fondamentalement défaillant, ce n'est pas de la lucidité. C'est encore une façon de rester dans le drame sans rien changer. La vraie invitation ici est à la lucidité froide, à voir simplement, clairement, sans dramatiser et sans minimiser comment tu fonctionnes, avec la même neutralité qu'un mécanicien observe un moteur. Parce que ce que tu peux observer, tu peux commencer à le modifier. Ce que tu refuses d'observer continue de te modifier, lui. Ce que tu ne vois pas te voit. La vraie lucidité commence précisément là où tu arrêtes de fuir ce qui te contrôle de l'intérieur. Pas dans un grand moment de révélation dramatique, pas dans une crise qui t'oblige à tout reconsidérer, même si ces crises ont leur utilité. Elles commencent dans les petits moments ordinaires, dans ce moment inconfortable et presque insignifiant, où tu laisses une réaction émotionnelle exister sans immédiatement la justifier, la minimiser ou la chasser de ta conscience. Quand tu te surprends à réagir fortement à quelque chose et qu'au lieu de te dire « c'est normal », n'importe qui réagirait ainsi, tu t'accordes la permission de descendre un cran plus bas, dans la question que l'ego évite par instinct de conservation. Pourquoi ça me touche à ce point, là, maintenant, dans ce contexte précis? Qu'est-ce que cette réaction défend? Qu'est-ce qu'elle protège? Qu'est-ce qu'elle a peur de perdre ou de voir? Quand tu remarques que certaines émotions reviennent toujours dans les mêmes types de contextes, avec la même texture intérieure, la même intensité, presque la même couleur émotionnelle, et que tu acceptes de voir en elles non pas une fatalité ou un défaut de caractère, mais un message, une information précise sur ce qui n'a pas encore été intégré. Pas nécessairement réglé, au sens d'une guérison complète et définitive, mais vu, reconnu, nommé, parce que ce qu'on nomme perd une partie de son pouvoir, automatique sur nous. Quand tu acceptes de te poser les questions qui font peur parce qu'elles n'ont pas de réponse confortable. Qu'est-ce que je rejoue ici? Quelle version de moi est en train de parler? La version adulte ou la version de l'enfant qui a appris à survivre d'une certaine façon? Est-ce que je réponds vraiment à cette situation telle qu'elle est maintenant? Ou est-ce que je réponds à quelque chose d'autre qui lui ressemble et qui date de beaucoup plus loin? Et peut-être la plus dérangeante de toutes, qu'est-ce que j'aurais besoin d'admettre sur moi-même pour sortir de ce schéma? Une bonne foi, pas en le niant, mais en le traversant. Jung appelait ce chemin le processus d'individuation, et il faut entendre ce mot avec toute sa précision. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il ne s'agit pas de se débarrasser de ces contradictions comme on se débarrasse d'un problème technique. Il s'agit de devenir entier, capable de tenir toutes ces contradictions ensemble sans se fracturer, sans avoir besoin de nier l'une pour maintenir l'autre. C'est l'intégration des opposés en toi, la force et la vulnérabilité, qui ne s'excluent pas mais se complètent. La lumière et l'ombre qui coexistent dans chaque être humain sans exception. Le désir profond de connexion et le besoin tout aussi profond de solitude, que beaucoup de gens vivent comme une contradiction, alors que c'est simplement la complexité de la nature humaine. La puissance et la tendresse que notre culture a souvent opposées, surtout pour les hommes, comme si l'une annulait l'autre. Ce n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes, après une retraite, une thérapie, une lecture transformative ou un voyage initiatique. C'est un mouvement continu,
une orientation que tu choisis et rechoisis chaque jour face à ce qui se présente. Un travail qui dure toute une vie et qui approfondit sa qualité, sa précision, sa richesse, avec chaque couche que tu acceptes d'explorer sans te détourner. Et ce travail ne te rend pas plus lisse, il te rend plus réel, plus habitable pour toi-même, moins coûteux à l'intérieur. Prenons un exemple concret, parce que les concepts sans ancrage restent des ornements intellectuels qu'on peut admirer puis ranger sans qu'ils changent quoi que ce soit à la vie quotidienne. Une personne qui a grandi dans un environnement où ses émotions n'étaient jamais reçues, jamais validées, parfois ouvertement ridiculisées ou punies, apprend très tôt, avec la logique implacable d'un enfant qui cherche à survivre émotionnellement, une conclusion fondamentale. Ressentir est dangereux. Montrer ce qu'on ressent attire le rejet, la moquerie ou l'indifférence. Donc on cache, on s'endurcit, on se construit une armure, elle devient forte, indépendante. Pas du genre à s'effondrer pour des choses que les autres trouvent difficiles. Elle construit une identité entière autour de cette capacité à fonctionner sans soutien extérieur. Et cette identité lui vaut souvent admiration et respect, parce que notre culture valorise précisément cette image. Et cette valorisation sociale renforce le mécanisme. Pourquoi le questionner si tout le monde te dit que c'est une qualité? Et à l'âge adulte, elle se retrouve dans l'un des deux scénarios typiques de cette blessure. Soit elle s'efface dans toutes ses relations, rendant service, ne demandant rien, disparaissant progressivement dans les besoins des autres pour ne jamais prendre le risque d'exprimer les siens. Soit elle construit une forme de supériorité froide et distante qui lui évite d'avoir besoin de quoi que ce soit de personne, une forteresse qu'elle appelle indépendance et qui ressemble de l'extérieur à de la force, mais qui est traversée à l'intérieur par une solitude que personne ne voit parce qu'elle n'a jamais appris à la montrer. Dans les deux cas, elle continue d'exécuter la même décision prise à 5 ans, ou 7 ans, ou 10 ans. Une décision qui avait parfaitement du sens à l'époque, dans l'environnement où elle a été prise, mais qui ne fait plus aucun sens maintenant que l'environnement a changé, que les ressources sont différentes, que les options se sont multipliées. Ne montre pas ce que tu ressens, ça ne servira à rien. Tant que cette décision reste inconsciente, qu'elle se présente non pas comme une décision, mais comme une vérité sur le monde et sur ce qu'il faut faire pour survivre dedans, elle se répète avec la régularité absolue d'un métronome qui ne sait pas qu'on pourrait l'arrêter. Mais le jour où cette décision devient visible, réellement visible, pas juste intellectuellement reconnue comme un concept intéressant lors d'une lecture, mais émotionnellement ressentie dans toute sa vérité, dans toute la douleur de ce qu'elle a coûté et de ce qu'elle coûte encore, quelque chose change. Pas immédiatement, pas proprement, pas de façon linéaire, mais un espace s'ouvre là où il n'y avait que de la mécanique. Une possibilité s'installe là où il n'y avait auparavant que de l'automatisme. Et cette possibilité, même petite, même fragile, change la nature de chaque moment qui suit. C'est ça, la liberté dont parlait Jung. Pas une absence de contraintes, pas une vie délivrée de toute difficulté, pas un état de grâce permanente qu'on atteindrait après suffisamment de travail sur soi. Mais cette capacité nouvelle et profondément précieuse de voir ce qui agit en toi avant que ça ne décide pour toi. Cet espace entre le stimulus et la réaction, cet espace que Viktor Frankl, depuis les camps de concentration, décrirait lui aussi comme le lieu de la dignité humaine irréductible. Cet espace qui commence comme une fraction de seconde à peine perceptible et qui, avec du travail, avec de la pratique, avec de la persévérance dans la rencontre de soi-même, peut devenir une respiration entière, puis un choix délibéré, puis une façon d'habiter sa propre vie qui t'appartient vraiment pour la première fois. L'individuation ne te rend pas invulnérable, elle te rend présent. Elle ne supprime pas la douleur. Elle lui donne un sens qui ne te paralyse plus. Elle ne t'isole pas dans une tour d'ivoire de conscience de soi. Elle t'ouvre aux autres d'une façon que la défense n'avait jamais permise, parce que tu peux maintenant te rencontrer toi-même sans fuir, et donc rencontrer l'autre sans projeter sur lui ce que tu ne veux pas voir en toi. Ce travail ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. C'est le malentendu le plus courant sur le développement intérieur. L'idée qu'il s'agit de se transformer, de se refaire, de remplacer une personnalité insuffisante par une version améliorée selon un modèle idéal, emprunté à un livre, à un mentor ou à une philosophie. Cette idée est elle-même une production de l'ego qui cherche à contrôler le processus, à choisir ce qui émergera plutôt que de le découvrir. Il ne s'agit pas de te réinventer,
de te reconstruire de zéro selon un plan que tu aurais approuvé à l'avance, de remplacer une persona par une autre plus avantageuse ou mieux reçue par les autres. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus exigeant, de beaucoup plus incertain et de beaucoup plus réel, te rencontrer vraiment. Te rencontrer sans les détours habituels, sans les justifications qui arrivent toujours trop vite pour empêcher le silence de devenir révélateur, sans les fuites élégantes déguisées en sagesse, en philosophie du lâcher-prise, en spiritualité qui transforme la fuite en vertu. Te rencontrer sans savoir à l'avance ce que tu trouveras, sans garantie que ce sera beau ou cohérent ou flatteur. Te rencontrer avec la seule certitude que ce que tu trouveras est plus réel que ce que tu portes en surface et que cette réalité, même difficile à regarder, est le seul terrain depuis lequel une vie véritablement tienne peut être construite. Parce que ce que tu refuses de regarder continue d'écrire ta vie à ta place, chaque jour silencieusement, avec une patience que tu n'as pas. Il n'est pas pressé, ton inconscient. Il n'a aucune raison de l'être. Il a tout son temps. Il a ta vie entière. Il attendra que tu changes de ville, de travail, de partenaire, de pays, de philosophie, de régime alimentaire et de routine matinale si nécessaire, et il sera là à chaque arrivée, fidèle comme une ombre que tu ne peux pas semer parce qu'elle fait partie de toi, qu'elle te définit autant que ce que tu as choisi d'assumer et que la seule façon de changer son influence n'est pas de fuir mais de se retourner.